Duchom qui va nous parler de la sauvegarde et de l'analyse des données historiques de hauteur d'eau avec l'exemple de la reconstruction de la série marégraphique de Saint-Nazaire. Merci. Merci beaucoup. Le pointeur, il y a un pointeur quelque part ou pas du tout? Okay. Donc on va changer de pas de temps, là on va repartir dans les données historiques, mes papiers. Donc je vais vous présenter les sauvegardes et analyses des données historiques de hauteur d'eau en général, et je vais illustrer cette présentation avec l'exemple de la reconstruction de la série marégraphique de Saint-Nazaire depuis 1821. Donc c'est le projet sur lequel je travaille au Chaume et qui est financé par le MEDE, le Chaume et la région Pays de Loire. Comment je peux faire avancer? Donc là je ne vais pas me réétendre, on l'a vu déjà ce matin pas mal, l'étude du changement climatique est vraiment un enjeu actuel fort. Donc ça passe par l'étude de l'évolution des températures, donc océanique, atmosphérique, on l'a vu aussi ce matin, les régimes climatiques, et entre autres par l'évolution du niveau marin. Donc cette figure a été aussi présentée, c'était pour montrer que depuis une vingtaine d'années, avec l'amélioration des techniques d'observation, on arrive à avoir une vision spatialisée de ces variations du niveau marin sur les 20 dernières années. Et il a été rappelé ce matin qu'il est toujours nécessaire d'associer ces observations modernes aux mesures historiques, et d'autant plus si jamais on veut avoir accès à une évolution séculaire du niveau de la mer. Et c'est pourquoi les mesures marégraphiques, qui sont certes ponctuelles, mais ont un bon moyen pour avoir des mesures longues et continues en ce qui concerne le niveau observé, donc niveau relatif, pour ce qui est des données. Alors quand on parle de chroniques longues, les tendances qu'on va sortir des chroniques, des séries de mesures de hauteur d'eau vont dépendre de la durée de ces séries, peuvent dépendre de la durée de ces séries. Et si jamais on a une série assez courte, on va pouvoir mesurer parfois que les variabilités interannuelles ou décennales. Et il faut avoir donc des séries les plus longues possibles pour essayer de filtrer ces contributions cycliques et régulières. Et en gros, il est estimé que 60 ans d'enregistrement sont raisonnables pour estimer les variations statiques actuelles. Alors si on regarde à l'échelle européenne les données disponibles et les tendances relatives, là encore, d'élévation du niveau de la mer sur les 60 dernières années, donc on voit qu'en mer du Nord et Baltique, on a beaucoup de données. Et donc si on se concentre sur ce qu'on observe en France, on voit qu'on a assez peu de données. Donc si je rentre un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on a à disposition dans les bases de données numériques en ce qui concerne la France, alors là c'est un graphique avec différents ports répartis le long de la côte française, et avec les différentes données qu'on peut exploiter, donc niveau moyen mensuel qui sont issus du PSMSL et niveau moyen journalier de Sonel, on se rend compte que sur ces 60, si on considère 60 ans, assez peu de ports répondent à ce critère temps, de durée. Donc on va avoir Brest, bien sûr, qui est connu, Marseille, également La Rochelle. Et alors là, quand on s'intéresse à l'échelle séculaire, donc d'un siècle, en gros, c'est toujours ces mêmes séries. Il n'y a pas beaucoup de séries qui permettent de remonter très loin dans le temps. Et c'est vraiment un constat qui est très dommage parce que le patrimoine marégraphique français est vraiment très conséquent, très riche. Et en fait, dès le milieu du 19e siècle, avec l'apparition du marégraphe, donc là il y a un exemple qui est présenté ici, on a le développement d'un réseau le long des côtes françaises de marégraphes, donc avec les différentes dates d'implantation de marégraphes. Donc le plus ancien c'est à Toulon en 1844. Et ces données sont inexploitées parce que la plupart d'entre elles, voire la majorité, sont toujours au format papier et donc dorment dans les centres d'archives. C'est pourquoi il est nécessaire donc d'inventorier, ou d'affiner les inventaires existants avec précision, de les digitaliser afin de les rendre exploitables. Et donc on pourrait avoir des tendances donc relatives, mais réparties de façon plus homogène le long des côtes françaises. Donc c'est ce qu'on appelle le data rescue, donc le sauvetage de données, la sauvegarde de données, qui est une demande internationale assez forte. Et ici j'ai représenté toutes les données issues des archives d'un inventaire qui est en train d'être fait au Chaume et qui complète le travail qui avait été fait par Nicolas Pouvreau en 2008, qui va affiner cet inventaire. Et on se rend compte là que si jamais on regarde toujours cette période de temps d'un siècle, on pourra avoir vraiment beaucoup de séries. Donc là, moi, j'ai mis Saint-Nazaire en rouge parce que c'est cette série-là et c'est le détail de cette reconstruction que je vais présenter par la suite. Donc les objectifs, on en a parlé déjà ce matin, des longues séries, avoir des longues séries, c'est important. Donc le premier objectif, ça va être de sauvegarder le patrimoine historique et donc améliorer la connaissance également du niveau marin
donc sur le littoral atlantique français, mais aussi on peut avoir des moyennes, enfin des tendances régionales et voire plus globales. Vu qu'on est sur un endroit très ponctuel, on peut également appréhender l'influence locale de l'anthropisme sur l'évolution des composantes du niveau marin observé. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ce qu'on a vu hier, donc sur les surcotes, ça va également apporter des informations importantes pour l'étude des niveaux extrêmes. Donc maintenant, la stratégie à adopter, elle est assez simple pour sauvegarder ces données. Donc la première étape consiste à aller dans les archives, consulter les documents et rechercher toutes les données disponibles donc, pour le site d'intérêt. Ensuite, numériser ces données papier pour rendre le signal qui était jusque-là digital, papier, le rendre numérique. Et mettre en cohérence toutes ces données de hauteur, d'eau qui sont nouvellement numériques, les mettre en cohérence en termes de vertical, parce que les zéros utilisés ne sont pas forcément constants au cours du temps, et en temps aussi, donc je vais le présenter un peu plus tard. Et bien sûr, on doit valider ces données pour être sûr que les données sont les plus sûres, les plus propres possibles. Donc c'est une stratégie qui est assez simple et qui sous-entend des allers-retours réguliers, notamment retourner aux documents sources pour être sûr de ce qu'on va observer. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la série marégraphique de Saint-Nazaire. Donc avant de proprement parler de la reconstruction, je présente donc Saint-Nazaire. Il y a un marégraphe qui est installé à Saint-Nazaire depuis 1863. Donc Saint-Nazaire qui est à l'embouchure de la Loire, qui est un estuaire macrotidal. Et depuis le milieu du XIXe siècle, le trait de côte a fortement évolué à Saint-Nazaire. Donc là, vous avez une minute bathymétrique de 1820 sur lequel on voit Saint-Nazaire, qui est juste un petit village de pêcheurs. Et au fur et à mesure du temps passant et avec le développement du port, des activités portuaires, on va avoir donc une évolution du trait de côte, apparition de bassins à flot, qui s'intensifie encore jusqu'à aujourd'hui, et c'est encore plus impressionnant quand on remonte en amont. Si on s'intéresse au marégraphe, du fait de cette évolution du trait de côte, on va avoir également un changement dans la localisation du marégraphe. Alors pour Saint-Nazaire, il y a eu 2 sites. Un premier site jusqu'en 1950, qui était à l'extrémité d'une jetée, donc là, à côté du phare du Vieux-Maule, ici, là le marégraphe était ici. Aujourd'hui, on peut voir encore le puits de tranquillisation qui est toujours en place, le long de ce phare. Et depuis 1951, il est implanté, c'est sa position toujours actuelle, et il est implanté dans l'avant-port, sur la jetée sud de l'avant-port. Alors, vu qu'on a des mesures qui sont très anciennes, bien entendu, ça va induire une évolution du type d'instrument utilisé avec des résolutions, enfin des précisions qui vont être différentes aussi, qu'il va falloir reprendre en compte. Donc jusqu'à assez récemment, c'était des marégraphes à flotteur qui étaient utilisés, donc avec un flotteur dans un puits de tranquillisation et un enregistrement sur un papier qui était disposé sur un rouleau. Donc c'est ce qu'on appelle le marégramme. Je vais en présenter un exemple après. Et depuis 2007, ce marégraphe fait partie du réseau RONIM et a été mis en place un marégraphe radar. Voilà. Donc maintenant, je vais rentrer dans la reconstruction vraiment de ces données. Donc la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est la recherche des archives marégraphiques. Alors la difficulté de ce type de travail, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tous les différents documents en relation avec le niveau marin observé même à Saint-Nazaire ont été dispersés en différents endroits, en différents sites. Et du coup, il faut visiter plusieurs centres d'archives pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible. Donc 6 centres d'archives ont été visités. Et en gros, les premières mesures identifiées pour ce qui concerne Saint-Nazaire datent de 1821. Donc ça correspond à des observations diurnes, tous les quarts d'heure diurnes pendant la journée, toutes les quarts d'heure grâce à une échelle de marée qui a été mise en place de façon temporaire sur le site de Saint-Nazaire. Donc à cette époque-là, ce n'était pas pour étudier la marée sensu stricto, c'était dans le but de réduire des sondes, c'est-à-dire faire les cartes bathymétriques, typiquement celles que je vous ai présentées au début, où il y avait des sondes bathymétriques, et on enlevait la marée grâce aux mesures réalisées sur les échelles. Et donc l'ère marégraphique commence en 1863, et donc on va avoir différents types de documents, des registres manuscrits, qui sont des tableaux de hauteur d'eau en fonction des heures, et qui correspondent à des extractions des hauteurs d'eau réalisées directement à partir du marégramme, à différents pas de temps, donc quart d'heure ou 1 heure. Et il y a également des journaux bimensuels de marée, donc là, qui s'intéressent principalement aux pleines mers et aux basses mers, qui vont nous renseigner sur les heures et hauteurs de pleine mer, basse mer. Et on va également avoir d'autres informations, des remarques de l'observateur de l'époque, mais aussi des observations météo. Et ensuite des marégrammes.
Donc c'était le document qui était sur le rouleau sur lequel un stylet venait rapporter la hauteur d'eau à partir des années 1930 pour Saint-Nazaire. Et chaque marégramme contient en gros 2 semaines à 1 mois de données pour ce qui est de Saint-Nazaire. Donc 30 courbes de marée quotidiennes à extraire de ces documents papier. Alors pour synthétiser, donc vous avez une frise chronologique avec les premières mesures jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est juste pour placer dans le temps. Et c'était pour aussi attirer l'attention sur le fait de généraliser ce travail d'inventaire aux autres collectivités, donc les grands ports maritimes, les collectivités territoriales, toute autorité, enfin toute institution qui potentiellement pourrait détenir des marégrammes, enfin des données marégraphiques. Parce que donc le CHOM avait beaucoup de données, mais on a également trouvé beaucoup de données au grand port maritime de Saint-Nazaire et également au centre historique. Et au final, la totalité des données recensées dans cette étude couvre une période longue d'environ 190 ans, si on part de 1821, et on va avoir au moins 125 ans de mesures continues à Saint-Nazaire. Alors la deuxième étape, qui est résumée en un slide, mais en fait qui est assez longue, d'un point de vue réalisation, donc c'est la digitalisation, la numérisation de ces données. Donc il y a différentes méthodes en fonction du type de document. Les registres manuscrits, donc c'est des tableaux, et bien on le digitalise à la main en gros. C'est assez délicat vu que c'est manuscrit de mettre en place des systèmes de reconnaissance automatique de caractères, et au final ça va plus vite de le taper à la main, enfin entre guillemets plus vite. Donc en gros c'est 500 000 valeurs horaires qui ont été tapées, et les marégrammes papier. Alors là, il y a il faut d'abord scanner ces marégrammes pour avoir une image numérique du marégramme. Et ensuite, on va numériser, c'est-à-dire extraire vraiment le signal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est à l'aide du logiciel Nunio, qui a été développé par le CEREMA, alors, qui est un logiciel gratuit, hein, qui est mis à disposition pour numériser de façon semi-automatique les marégrammes papier, et qui va se baser sur un algorithme de reconnaissance de couleurs pour extraire le signal de marée. En gros, c'est 8000 courbes journalières de marée qui ont été extraites dans le cadre de ce projet. Donc là, si je remets la chronique, donc avec les nouvelles données qui étaient juste en papier jusqu'à aujourd'hui, avec le résultat de la digitalisation, donc là, ça reste des données brutes. Et là, je l'ai juste mis pour montrer que le pas de temps de la donnée finale va être également dépendant du document original qu'on avait, le document qu'on avait à la base. Donc on va avoir un pas de temps diurne de toutes les 15 minutes en 1821, un pas de temps d'1 heure dans la série finale dans la période registre de marée, et pour tout ce qui est marégramme, on peut descendre à un pas de temps beaucoup plus faible. Là j'ai mis 5 minutes, mais on pourrait même, en fonction de la qualité des marégrammes, descendre encore plus bas. Une fois que tous ces documents sont en format numérique, on doit donc mettre en cohérence toutes ces données, donc en termes de temps, parce que depuis 1821, le système de temps utilisé a changé. Donc pour les données les plus anciennes, le temps utilisé était le temps solaire vrai, donc le temps des cadrans solaires. Ensuite, depuis 1894 à Saint-Nazaire, c'est le temps solaire moyen. Et récemment, c'est jusqu'au temps universel. Donc on doit tout ramener au temps universel. Donc pour ça, on applique l'équation du temps sur le temps solaire vrai, ce qui nous permet de passer en temps solaire moyen. Et on fait une correction de longitude pour ramener ça au méridien de Greenwich pour passer au temps universel. Donc ça, on doit faire ça sur les données. Et alors, autre phase critique dans ce type de reconstruction, c'est mettre en cohérence en termes de référence verticale. Donc là, on est toujours référencé par rapport au temps. Les zéros utilisés pour mesurer la marée évoluent au cours du temps. Donc pour être au courant, pour connaître l'évolution de ce zéro, on se réfère à tout un tas de documents, donc des documents de nivellement lorsque ça existe, des documents des observateurs de marée de l'époque, des documents plus officiels, les informations qu'on a dans les annuaires de marée également. Et donc on arrive à reconstituer le suivi du zéro hydrographique. Donc par exemple à Saint-Nazaire, le zéro hydrographique, qui est le zéro des plus basses mers astronomiques, a été redéfini et rabaissé de 40 cm. Donc on doit reporter toutes ces corrections sur les premières données qu'on avait. Alors j'ai mis des zones grisées parce que c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de confusions qui sont possibles, notamment à Saint-Nazaire, où le zéro hydrographique et le zéro du marégraphe n'étaient pas confondus dès le début, et ce qui met beaucoup de confusion dans les données. Donc là j'ai juste représenté le zéro officiel tel qu'il était décrit dans les inscriptions, mais on verra plus tard qu'il y a des infos, des défauts entre guillemets dans ces chroniques.
Donc en parallèle de ça, on doit corriger, supprimer, valider les données, en gros. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas entrer dans le détail des données, mais on va se baser sur les feuilles de contrôle associées au marégramme, lorsqu'il y en a, qui sont des contrôles faits par l'observateur à l'époque et qui mesuraient sur une échelle de marée la hauteur à un instant T, vérifier sur le marégramme que c'était bien la même. Donc en reprenant ça, ça me permet déjà de vérifier la bonne numérisation. Est-ce que le signal extrait est conforme à ce que j'observe sur les échelles de marée? Là, c'était surtout pour corriger des problèmes de numérisation. Vu qu'il y a 30 courbes sur un marégramme, de temps en temps, c'est assez facile de se tromper d'une courbe et ça permet de recaler en se basant sur ces feuilles de contrôle. Ensuite, des identifications de sauts verticaux ou temporels. Donc là, c'est un exemple simple où il y avait une erreur de l'observateur qui a noté dans le registre. Il s'est trompé d'1 mètre pendant 6 heures. Il a mis 1 mètre plus bas. Donc voilà, visuellement, ça se voit et c'est assez logique. Donc voilà, c'est pas mal de corrections à faire comme ça. On peut se baser aussi sur les études des résidus, donc entre observation et prédiction, pour identifier des erreurs potentielles, notamment des erreurs en calage en temps. Par exemple, je pensais que c'était en TU plus 1 parce que c'était écrit comme ça, et en fait c'était en TU ou inversement. Une autre méthode pour vérifier la qualité de ces données, c'est de comparer, ne pas regarder uniquement la série de Saint-Nazaire, mais comparer à des données qui ont été mesurées sur des stations à proximité, qui sont régulièrement soumises aux mêmes conditions atmosphériques à large échelle, donc typiquement celles de Brest et du Pertuis d'Antioche, qui sont relativement proches, à quelques centaines de kilomètres. Là, ce sont les niveaux journaliers des différentes séries, et on va regarder leur corrélation, enfin voir si jamais elles varient de façon similaire. Donc là, c'est juste des coefficients de corrélation qui ont été calculés pour ces différentes séries. Et en gros, donc déjà on voit que c'est d'assez bonne qualité. La majorité du temps, on est dans des coefficients de corrélation relativement élevés. Après, ce type de méthode permet également d'identifier des zones vraiment de mauvaise qualité. Donc là, typiquement, on n'avait pas assez de données dans les années 80. Ici, là, c'est des données qui sont de mauvaise qualité, a priori, que je vais devoir supprimer parce que j'arrive pas à savoir l'origine de ces erreurs. Donc voilà. Et au final, l'utilité de reconstruire tout ça, c'est qu'on va arriver sur une série qui va devenir assez longue pour pouvoir quantifier l'évolution du niveau marin séculaire et les comparer donc aux autres séries. Donc là, j'ai replacé celle de Saint-Nazaire avec une tendance, avec plein de points d'interrogation. Ça, c'est lié au zéro que j'arrive pas à suivre sur quelques périodes. Et du coup, ça va changer les tendances en fonction du zéro considéré. Mais en gros, juste pour info, avec le zéro officiel du marégraphe, donc à confirmer, sur les 60 dernières années, on est à 1,7 mm par an, et sur la période totale marégraphique, on est à quelque chose de l'ordre de 1,33 mm par an. Donc ce qui est comparable en l'état actuel des choses avec, par exemple, ce qu'on observe à Brest. C'est le niveau moyen relatif. Donc on peut également regarder l'évolution des caractéristiques de la marée et voir les impacts anthropiques. Donc là, je rentre rapidement. C'est par exemple à Saint-Nazaire, il y a eu dans la Loire, des modifications anthropiques très très fortes lors du siècle dernier. Donc le dragage, aménagement de chenaux de navigation, développement du port. On sait qu'à Nantes, ça a eu un impact fort sur le marnage. Le marnage est passé en 1960 à 1 mètre à plus de 5 mètres dans les années 2000. Et ça a rarement été quantifié plus en aval, à Saint-Nazaire. Donc là, c'était juste le marnage moyen mensuel qui a été représenté, où on retrouve le cycle de 18 ans, là, cycle nodal. La tendance à l'élévation du niveau du marnage est assez faible, elle n'est pas significative. De mémoire, ça doit être 3 cm pour 100 ans, enfin, c'est pas grand-chose. Par contre, si on s'intéresse aux oscillations de fréquence, visuellement, j'ai pas fait les analyses derrière encore, mais visuellement, déjà, on voit que, enfin, on peut voir qu'il y a une tendance, enfin, une modification dans ces hautes fréquences. Donc ça amène peut-être un questionnement. Et également, on peut regarder l'évolution des composantes harmoniques, donc ce qui permet aussi de valider ou pas des données. Si vous vous souvenez, dans les années 40, donc là c'est l'exemple de l'onde M2, amplitude-phase. Dans les années 40, il y avait des données qui étaient mal corrélées avec Brest, et quand on regarde l'onde harmonique M2, on voit qu'il y a un décrochage dans ces années-là, donc vraiment de mauvaise qualité. Et on peut essayer de lier ça aussi, si jamais on regarde la phase, on voit, donc là c'est des pics parce qu'il n'y avait pas assez de données, enfin c'est des choses... mais si jamais on regarde la phase, on voit qu'il y a un décrochage entre 1920 et 1940. On ne sait pas s'il est progressif ou pas, vu qu'on n'a pas de données dans cette période-là, et qui pourrait être lié soit à des modifications de l'observatoire, changement du puits, ou des modifications des caractéristiques, mais également à des développements anthropiques, donc développement du port, nouveaux chenaux de navigation qui vont changer la manière de se propager, enfin, le comportement des harmoniques.
Un des derniers intérêts, ça va être donc l'aspect opérationnel, essayer d'étudier les événements exceptionnels. On va pouvoir identifier et prendre en compte des surcotes historiques qui permet d'améliorer donc les statistiques. Donc ça a été pas mal présenté hier, les statistiques sur les tendances des niveaux marins extrêmes. Alors là, c'est un exemple en 1894 qui n'était pas, par exemple, dans le projet Nivext. Nivext se focalisait sur des tempêtes connues, et par exemple, celle-là n'était pas considérée. Et il se trouve qu'en 1894, en novembre, on a une surcote. Donc là, vous avez la pression atmosphérique issue des registres de marée. La prédite en bleu, l'observée en noir, la surcote, donc la soustraction des deux en rouge. On a une surcote instantanée de 1,38 mètres à ce moment-là, avec donc l'observateur de l'époque qui dit qu'il y a eu beaucoup de dégâts sur le marégraphe. Donc voilà, typiquement, on peut identifier ces choses-là et ça pourrait permettre une meilleure définition des plans de prévention de risques, donc littoraux, submersion. Alors pour conclure, donc l'aperçu du travail en cours sur la série de Saint-Nazaire, donc il y a eu ça sous-entend pas mal de travail, surtout de recherche d'archives et de digitalisation. Il y a encore un travail assez important en cours de réalisation pour mettre en cohérence la série au cours du temps, pour être sûr qu'on est toujours bien référencé en temps et en vertical. Un des objectifs de cette série, ça va être, une fois cette série reconstruite et validée, de la mettre à disposition sur des portails qui existent déjà, portails type RefMar, donc sur data.chaume, Sonel, PSMSL, pour que tout le monde puisse utiliser ces données, avec des résultats attendus. Donc typiquement, c'est ce que je viens de présenter sur les 3 slides d'avant. Et donc là, j'ai parlé que des hauteurs d'eau et j'ai présenté rapidement des données de pression atmosphérique. Il faut savoir qu'il y a aussi des données de pression atmosphérique et ça peut être intéressant, même pour valider des données de hauteur d'eau, de regarder et de digitaliser aussi ces données. Bon, ça prend du temps, du coup, c'est pas fait encore. Et pour finir aussi, donc là, j'ai fait une présentation très centrée sur la France, mais donc toujours dans le cadre de ces inventaires. Donc ça, c'est lié au projet Archipel du Chaume, il y a un poster, vous devez avoir une plaquette, donc c'est vraiment dans ce cadre-là d'archives et de la valorisation des archives. Donc on met il y a des données qui sont disponibles également à une échelle géographique beaucoup plus étendue. Donc là, c'était l'exemple de Madagascar, donc en hémisphère sud. Je reprends le même type de graphique. En noir, en gris, vous avez les données numériques. Alors là, c'est du PSMSL à Nocibé. Et en rouge, des données papier, donc qui pour l'instant n'existent pas si jamais on regarde les bases de données en ligne, et qui potentiellement pourrait amener une information importante à considérer. Voilà, merci de votre attention.